Donc moi je suis Patrick Réard, je suis co-gérant d'une société qui s'appelle Kejal, une coopérative qui fait du conseil, de la formation, l'accompagnement de projets, qui monte aussi des entreprises quand ça se présente, dans tout ce qui est développement durable et éco-construction, bio, etc. Donc j'ai fait des études pour le compte de certaines plateformes de manger bio au niveau national, et également une étude sur les plateformes de restauration collective pour la FNAB il y a 1 an maintenant. Et c'est à ce titre donc, on m'a demandé d'animer cette conférence aujourd'hui. Donc on aura comme intervenants dans la conférence des producteurs, des élus et aussi des salariés de plateforme, et également donc, un gestionnaire de restauration collective. C'est Julie qui va commencer donc, ce débat en présentant un petit peu les chiffres et puis la situation au niveau national de la restauration collective en bio. Donc je vais passer la parole à Julie pour vous présenter quelques diapos sur ce thème-là. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc Julie Portier, moi je suis chargée de mission restauration collective à la FNAB, donc en lien avec tous les chargés de mission restauration collective qui accompagnent les projets sur le terrain, à la fois avec les producteurs et les restaurants. Donc juste rapidement, je voulais poser un petit peu le cadre, rappeler les chiffres où on en est depuis déjà plus de 15 ans que les agriculteurs bio s'investissent sur ce sujet de la restauration collective. Donc aujourd'hui, la bio, ça représente 3,2% des achats totaux de la restauration collective. Donc c'est mieux qu'en 2008, puisqu'on était à 0,6% à cette époque-là. Si on raisonne en nombre d'établissements, c'est 58% des établissements aujourd'hui qui déclarent proposer au moins une fois dans l'année des produits bio à leurs convives. Donc ça aussi, ça a augmenté, on était à 4% en 2006. Donnée intéressante, c'est la première année qu'on a cette info, 70% des produits bio achetés en restauration collective sont d'origine française et plus de la moitié d'origine régionale. Parce qu'on entend encore beaucoup que les produits bio sont importés, etc. On va vous montrer que c'est pas, que c'est vraiment une idée reçue. Et par rapport aux différents secteurs de la restauration collective, c'est clairement le secteur scolaire qui en avance. On voit sur les graphiques, les 75% quasiment des établissements de restauration scolaire introduisent du bio. On voit que le secteur santé sociale, donc hôpitaux, maisons de retraite, est quand même en retard. Et on a la restauration du travail au milieu, donc entreprise et administration, qui est en train de progresser très fortement. Alors ça, c'est un petit graphique qui montre les résultats en comparaison des objectifs du Grenelle de l'environnement. Donc la courbe en bas, c'est le réel, c'est l'évolution des achats bio en restauration collective. Donc vous voyez, en 2015, on est à 3,2%. Et les deux petits points rouges, en 2010 et 2012, c'est les objectifs du Grenelle, qui fixaient 15% en 2010, 20% en 2012. Donc on voit que les choses progressent, mais on est quand même très loin de ce qui était attendu. Ce qui finalement est aujourd'hui quand même une déception du point de vue des producteurs bio en France, dont le projet politique, c'était aussi de fournir des produits bio aux enfants. Il y avait un projet politique, pédagogique derrière tout ça. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé à la hauteur des résultats attendus. Et pourtant, il y a eu un gros travail quand même de structuration des filières qui s'est organisé. Ça a même commencé avant le Grenelle de l'environnement. Dès le début des années 2000, il y a des producteurs bio qui se sont investis sur ce sujet-là. Et il y a notamment eu la création de plateformes, donc de structures collectives qui regroupent des producteurs pour répondre à la demande des restaurants qui, en général, souhaitent avoir un unique interlocuteur. Donc c'est des sortes de grossistes biolocaux, si vous voulez, qui mutualisent la logistique, les commandes. On aura un exemple tout à l'heure avec Manger Bio 35. Et donc aujourd'hui, il y en a plus de 20 en France, des plateformes de ce type-là, et qui sont plutôt dans une situation d'attente davantage de commandes, et non pas en déficit d'offres, comme on l'entend encore beaucoup aujourd'hui. Et juste pour terminer, quelques points de perspective. Vous avez peut-être entendu parler d'une loi en 2016 qui fait un petit peu débat, où il a été proposé de rendre
d'inscrire dans la loi l'obligation d'atteindre 40% de produits durables et 20% de produits bio. Elle n'est pas encore votée, cette loi. Il y a eu pas mal de remous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on suit ça de près et on espère que, en tout cas, les 20% de bio seront maintenus et inscrits dans la loi afin de donner un signal fort surtout aux élus, aux collectivités qui sont quand même les décisionnaires et les moteurs dans ces projets-là. Et puis comme autre élément de contexte, on assiste aussi à un fort engouement pour le local, pour le Made in France, les circuits courts, depuis 2-3 ans. Et on espère que ça va être une opportunité pour les filières bio, puisque ce que défend le réseau FNAP, c'est de mettre des produits bio et locaux en restauration collective. Et voilà, malgré quelques confusions marketing et politiques qu'on observe en ce moment, qui peuvent laisser croire qu'un produit local, c'est forcément bon pour la santé, pour l'environnement, etc. Donc voilà, attention aux confusions. J'en dis pas plus et je vous laisse poursuivre. Bien, merci Julie. Donc du coup, afin d'introduire peut-être vous pouvez vous asseoir maintenant, le débat sur cette filière donc, de restauration collective, on va faire appel un peu à plusieurs maillons de la filière. Donc on va prendre l'exemple donc pour tout ce qui est l'organisation donc d'une initiative locale, ce qui s'est passé donc sur le secteur de l'agglo de Saint-Brieuc. Donc on a ici donc 2 personnes qui représentent, je dirais, l'agglomération, une élue et un technicien donc gestionnaire de restauration collective. Et on a également une productrice donc qui livre cette restauration collective. Donc je vais demander d'abord peut-être à Delphine, qui est élue donc, sur le territoire, comment a commencé cette initiative, qui en est à l'origine, et comment vous continuez, vous, en tant qu'élu, à soutenir ou pas cette démarche, quoi. Alors en fait, effectivement, l'initiative est partie de Plérin, qui est une des 14 villes de l'agglo actuelle de Saint-Brieuc. On est une nouvelle équipe avec un nouveau gestionnaire et nous avons donc décidé d'introduire le bio donc dès 2008. Et on s'est vite rendu compte que c'était difficile de rencontrer le producteur. Enfin, Alain est allé rencontrer beaucoup et de structurer finalement ce marché. Donc l'idée est venue de créer un marché bio au niveau de l'agglo, d'une part pour que les producteurs aussi aient plus de visibilité et un volume assuré, et puis nous aussi pour être sûr de trouver des fournisseurs et d'avoir des produits bio dans nos cantines. Donc vous avez un peu orienté les rédactions d'appel d'offres. Comment que ça s'est passé concrètement ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un gros travail. C'est Alain qui a vraiment mené ce travail, qui a coordonné toutes ces réunions avec les différents gestionnaires des collectivités. Enfin, toutes les collectivités n'y participent pas. Il y a vraiment une volonté politique qui n'est pas présente partout, même sur l'agglo. Et donc, c'est Alain qui vous parlera beaucoup mieux de l'élaboration du cahier des charges. Donc, effectivement, on ne peut pas mettre dans le cahier des charges l'appel d'offres le critère de proximité. Donc, il a fallu pas ruser, mais trouver la façon, effectivement, de pouvoir travailler en local avec nos producteurs locaux bio. C'est depuis 2008 que ça marche. Donc, comment ça évolue actuellement ? Quels sont les résultats concrets sur le territoire ? Le marché s'est fortifié. Je crois que les producteurs ont vraiment trouvé des débouchés qui les confortent dans leur choix. Et puis, Alain disait tout à l'heure que voilà, des producteurs arrivent financièrement à bien en vivre, à embaucher des salariés. Donc, effectivement, on est vraiment dans un projet de territoire de soutien à cette agriculture biologique locale, ouais. D'accord. Et ça concerne combien de producteurs, le groupement que vous avez constitué ? Alors, dans le groupement, on est sur 7 lots. Donc, on doit être sur 7 ou plus, parce que peut-être qu'au niveau du maraîchage, on a des
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs maraîchers. Donc, ouais, on est sur 7 lots, donc on a au moins 7, ou peut-être voire 10 partenaires producteurs. Ok, et donc c'est une initiative que pour l'instant, vous, en tant qu'élu, vous continuez à soutenir. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a un surcoût qui a été aussi constaté et que vous acceptez en tant qu'élu, que ça coûte plus cher la cantine bio ou pas, ou comment vous avez géré ça? En fait, Parce que c'est souvent un problème qui nous est opposé, bien sûr, dans la restauration collective en bio, c'est que ça coûte beaucoup trop cher, qu'on ne peut pas se permettre, etc. Et nous, au départ, comme on partait de rien, on a tout créé, on avait décidé de s'allouer un budget un peu plus conséquent. Bon, c'est vrai que les circonstances ont changé et depuis, on a dû revoir un peu à la baisse notre budget. Mais ça aussi, c'est le travail du gestionnaire, de travailler différemment. C'est Alain aussi qui vous en parlera beaucoup mieux et on arrive à gérer le budget en étant à 20% en valeur de nos achats en bio à Plérin. D'accord. Ouais. 20% actuellement des achats en cantine sont en produits biologiques, quoi. Ouais. En valeur, quoi. En valeur, d'accord. Ouais. Très bien. Et on aimerait bien continuer, mais là, ça se complique. Ouais. Ok, ça marche. Merci Delphine. Donc, peut-être on va passer la parole du coup à Alain, qui lui, concrètement sur le terrain, s'occupe des achats et de l'organisation un peu de ce groupement. Donc Alain, je voulais vous demander, donc, a priori, il n'existe pas de plateforme de restauration collective sur les Côtes d'Armor. Donc comment vous avez organisé donc, concrètement les relations avec les producteurs, les relations avec les élus, et comment ça s'est mis en place aussi avec vos collègues les cuisiniers, les responsables de cantine, etc. quoi. Parce qu'apparemment c'est vous qui êtes le pilote de cette opération, quoi. Oui, enfin bon, j'étais pas tout seul, parce que c'est vrai que tout seul on fait pas grand chose. Donc moi c'est vrai que par rapport à la volonté de mon élu d'introduire des produits bio, il a fallu que je trouve une organisation. Alors déjà que motive mon équipe de cuisine à travailler des produits bio. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Et d'un autre côté, c'était aussi de s'organiser pour acheter des produits. Et pour cela, on se côtoyait entre gestionnaires de temps en temps. Et en discutant comme ça, on se disait, ouais, ça serait quand même bien qu'on puisse qu'on ait un projet commun. On avait tous des envies d'introduire des produits bio, alors à plus ou moins de grande échelle, mais on avait cette envie. Et donc pour cela, on a demandé alors à l'aglo d'essayer de trouver, d'avoir des groupes de réflexion, mais via l'aglo. Et pour cela, alors là, nous, on s'est appuyé sur l'aglo, mais pour avoir un appui au niveau des producteurs, il fallait qu'il y ait un soutien. Et donc, ça a été la MAB qui est venue en soutien pour avoir une passerelle, en fait, entre nous et les producteurs. Donc, dans un premier temps, on a fait des réunions pour essayer de travailler en gré à gré, tout petit, en gré à gré avec les producteurs qui souhaitaient travailler avec la restauration collective. Alors ça a été au début, on est parti sur les pommes, sur les yaourts. Mais vous savez qu'on est dans une fonction publique et on est lié au marché public. Et donc très vite, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas continuer de cette façon-là. Donc il a fallu qu'on se structure, qu'on fasse un groupement de collectivités. Alors le problème, c'est que l'aglo n'avait pas la compétence restauration, donc il fallait qu'une collectivité s'engage pour monter un projet, un marché public. Et comme Plérin était pilote sur ce domaine-là, on a décidé de prendre ce travail. Donc, dans un premier temps, on s'était dit de faire un marché sur 1 an, parce qu'on ne savait pas comment les producteurs allaient répondre. C'est toujours pareil, on monte un projet, on monte un marché, mais derrière, on se dit, est-ce que les réponses vont être à la hauteur de nos espoirs, nos espérances. Donc, on a fait un premier marché sur un an, on va dire qui a été positif. Mais vous savez qu'un an, ça passe vite.
Ça commence au mois de juin. Déjà, on doit retravailler pour relancer un marché pour l'année suivante. Donc, on s'est dit, quitte à lancer un marché, autant que ça soit sur au moins 3 ans. Donc, voilà, on a retravaillé notre marché, notre offre n'a pas de l'offre, sur 3 ans, avec 7 lots. Alors, on est parti sur le lot produits légumes bruts, les légumes 4e gamme, les pommes, les poires, le lot fruits. On a eu le lot bœuf, le lot porc, le lot produits laitiers et le petit dernier, c'est le lot kiwi. Donc, à partir de là, alors, donc, on a eu des réunions nous, entre gestionnaires pour avoir nos besoins, pour savoir les besoins qu'on avait sur 3 ans, enfin 1 an renouvelable 2 ans, parce que c'est comme ça qu'on avait fonctionné. Et derrière Agathe Perrin, qui est de la GAB, faisait aussi se rapprocher des producteurs pour savoir comment on pouvait s'organiser pour répondre à l'appel d'offres. Parce que là aussi, un producteur connaît son métier, mais c'est sûr qu'en administration, quand il faut répondre à un appel d'offres, des fois on est un peu dépourvu. Donc c'est la MAP qui est intervenue pour aider un peu à... Oui. D'accord. Oui. Et ça c'est important parce que nous aussi, je pense qu'on ne peut pas être partout. Et, bon. Donc, oui, pour ceux qui ne savent pas, la MAP, donc, c'est une organisation de producteurs donc, qui correspond un peu au GAB sur d'autres départements. Quoi. Voilà. Donc on a eu des réponses qui ont été favorables parce qu'on a eu des producteurs, il y a eu des producteurs qui ont été retenus sur le marché et c'était vraiment le but. Et depuis, bon, ça fait 3 ans, là, ça a été lancé en 2014, on arrive en 2016. L'année prochaine, on relance le marché. Alors, il y aura bien sûr des réunions. Il y aura des réunions, on échangera sur les prochains marchés, hein, et puis peut-être une extension, peut-être à voir, quoi. D'accord. Voilà. Donc, au niveau, alors j'ai 2 questions à vous poser. Donc les cuisiniers, vous avez dit que ce n'était pas été une mince affaire de les convaincre. Vous êtes pris comment finalement? Donc, il y a eu des formations, il y a eu des... Alors, je pense qu'il y a eu des échanges. Enfin, bon, les premières commandes, les premières livraisons qu'on a eues, c'était ça fait plus de travail. Bon, au niveau des commandes, ça fait plus de commandes, des factures. Alors, juste un petit détail. Les commandes sont prises comment par les cuisiniers? Vous avez un outil informatique, c'est téléphone, c'est... Alors, on a plusieurs outils. On a le téléphone, on a le fax. On a les mails et on a aussi des supports, des logiciels mis à disposition notamment sur les légumes bruts, où là il y a trois producteurs qui se sont regroupés pour répondre à notre demande. Et donc pour faciliter les commandes, ils ont décidé de présenter, enfin de nous mettre à disposition comme un logiciel. D'accord. Et ça, c'est pratique aussi. Ok. Donc la question c'était aussi les cuisiniers, ouais. Voilà. Au niveau des cuisiniers, oui. Alors donc pour les motiver, il a fallu qu'on échange déjà d'une part, qu'on achète les produits, qu'on les teste, et il y a eu également des formations parce qu'on les a testés dans un premier temps, on trouvait que c'était bien, mais par contre, il fallait aussi échanger avec d'autres cuisiniers. Et échanger avec d'autres cuisiniers, c'est le biais de la formation. Et ça a été positif dans ce domaine parce que derrière, on a appris à mieux cuisiner les produits. Et maintenant, je crois que c'est rentré, on va dire, dans les mœurs. Quand on parle de produits bio, on a des choses à se dire. Et puis le but, c'est la qualité, c'est les résidents, enfin c'est les convives derrière qui sont satisfaits du produit. Ces produits-là ont une histoire, en plus une histoire locale. C'est clair que quand on dit la pomme vient de Plétan, de chez Madame Doucineau, c'est clair que voilà, on sait qu'elle vient de là. Et en plus, quand elle se déplace, c'est encore mieux. Vous avez décidé de jouer la carte. Excusez-moi, Comment on va avancer un petit peu. Je vais demander, est-ce que vous avez décidé de jouer la carte du bio tout court ou du bio et local donc qui serait conventionnel éventuellement, ou c'est vraiment votre cahier des charges, c'est du bio
100% dans cette... Alors sur le cahier des charges qu'on a, c'est du bio, le bio local. Et bio local. Bio local, alors, je pense à la 4e gamme, mais c'est vrai que c'est un peu à part parce que sur la 4e gamme, il nous faut une légumerie. Et la légumerie, c'est vrai, dans les Côtes d'Armor, on ne l'a pas. Et donc on est obligé de s'approvisionner sur Pontivy. Hein, et Pontivy, on va dire que c'est un peu moins local, mais ça reste régional. Quoi. Okay. Merci Alain. On va prendre maintenant le témoignage peut-être de la productrice du coup qui est concernée par cette opération, Pascal. Donc si tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que t'apporte cette organisation à ton exploitation, comment aussi que représente actuellement la restauration collective donc locale dans ton activité en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume peut-être. Est-ce que aussi les prix sont négociés correctement ou est-ce qu'il faut écraser ses marges pour travailler avec Alain donc si tu peux nous parler un peu de tout ça. Donc bonjour, Pascal Doucineau. On est installé en arboriculture fruitière sur la commune de Plétan. Donc c'est à côté de Lamballe. Plétan c'est pas bien grand, donc à côté de Lamballe. Et donc nous dès le début, c'est une création, donc installation en 2005, création du verger. Dès le début, on voulait objectif de commercialisation en circuit court. Donc vente directe, magasin bio dans l'idée. Et puis dès le départ, on s'était dit qu'on souhaitait travailler avec la restauration collective. Bon, arboriculture, ça ne donne pas des fruits directement, donc quand la récolte a été là et qu'ils pouvaient assumer un peu de débouchés en restauration collective, c'est là finalement qu'on s'est retrouvés. On s'est retrouvés au même moment avec Plérin dans cette recherche. Et on y pensait et c'est Alain Rouault qui est venu nous voir. Donc ça tombait bien. Donc c'était 2009. Donc on a démarré de gré à gré avec la cuisine centrale de Plérin et d'autres, quelques restaurants scolaires aussi, mais localement. Donc après, la création de l'appel d'offres nous a donné un cadre. Donc il y a 11 communes, hein, c'est ça, 11 restaurants scolaires. Nous a donné un cadre, nous a donné des volumes. On a décidé de répondre à 2 arboriculteurs par sécurité un petit peu aussi, parce que c'est un engagement. Donc on a répondu à 2 au lot fruits, qui comprend pommes et poires. Enfin bon, poires, ça pose problème, donc il n'y a plus de poires. Mais le lot pommes, on répond à 2. Les échanges sont très intéressants parce qu'on connaît aussi les contraintes des uns des autres. Et il n'y a pas du tout de question d'écraser nos prix. C'est-à-dire que la proposition de prix, elle vient de chez nous. Et il y a une année aussi, la production était plus basse. On a modifié un peu à la hausse nos prix et il suffit, voilà, on en parle, on dit le pourquoi. Et on sait bien que, voilà, on se sent partenaire et pas à subir aussi un prix qui nous est imposé. Mais pour toute notre commercialisation, c'est ça, parce que même notre partenariat avec les Biocoop, il se passe comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a notre mot à dire sur le prix et c'est nous qui le fixons. En fait, aujourd'hui, c'est la force du producteur. Je suis convaincue qu'elle passe par là et les problèmes qu'il y a dans certaines filières sont en partie liés aussi à ce que le producteur ne gère plus son prix. D'accord. Donc, au niveau de notre organisation, ça nous a demandé quand même quelques adaptations. La restauration collective pour les pommes a besoin d'un calibre pomme-portion. Donc, on s'est mis à calibrer nos pommes. Ça a été un investissement dans une calibreuse d'occasion ancienne, qui n'a rien de super sophistiqué. C'est une tourangelle qui est toute mécanique, qui est en partie en bois. En plus, elle est jolie. Donc, on calibre nos pommes. Donc, la restauration collective prend la petite pomme. Et quand il n'y a pas de petites pommes, parce que des fois le verger n'en donne pas, parce que des arbres peu chargés donnent des grosses pommes, on informe qu'il n'y aura pas de petites pommes. Et ça pose problème en restaurant, parce que la pomme grosse est meilleure. Il faut la couper en 2, mais c'est les parents qui ne sont pas contents. Parce qu'ils ne payent pas pour avoir une demi-pomme. Donc j'ai eu des échos de ce genre. Donc après, ça devient un peu complexe quand on a ce genre de réflexion. Mais nous, quand il n'y a pas de petites pommes, elles ne sont pas petites, quoi. On peut pas. Est-ce que tu pourrais dire, Pascal, aussi au niveau... Parce que c'est une remarque qui nous est souvent faite dans les études que j'ai pu faire, au niveau logistique, est-ce que c'est quelque chose qui est bien organisé, la prise de commande et la livraison? Comment ça se passe pour vous? Alors, au niveau logistique, nous, on fonctionne essentiellement par téléphone ou par mail. Certains restaurants scolaires, dont la cuisine centrale de Plérin, depuis le début, nous donnent un planning sur 2-3 mois. Donc, on a les dates et les nombres de pommes.
Enfin, nous, on traduit le nombre de pommes en kilos parce qu'on ne les compte plus. Hein. On ne les compte pas. On compte, c'est une moyenne. Donc ça nous donne une bonne visibilité. Et au niveau logistique, on est une organisation individuelle. Sur le 22, il n'y a pas de plateforme comme sur d'autres départements. On n'a pas organisé ça. Autant nous que l'autre producteur en fruits, on livre indépendamment. Notre organisation s'est optimisée aussi parce qu'il faut toujours optimiser tout ça, c'est-à-dire que les livraisons des restaurants scolaires se font en même temps que les livraisons des Biocop dans notre tournée du vendredi. Donc notre tournée, elle est plus longue, mais le camion, il est plein. Il y a des fois, il est trop plein, mais bon, la surcharge du camion, ça, c'est à nous de gérer aussi. Voilà. Donc, de leur côté, il a fallu s'adapter à ça parce que nous, on livre le vendredi. Et voilà. Okay. On n'a pas trop donné le choix. Donc, ça veut dire que ça doit être au menu lundi, mardi et pas forcément le vendredi parce que des fois, on arrive trop tard pour que ce soit sur le menu du vendredi. Donc, certains, non, on est mercredi, donc après-demain, il y a Trégueux, il m'a dit qu'il faudra arriver avant 9h, donc je le sais, du coup, voilà, dans la tournée. Puis, il faut optimiser cette tournée et c'est des organisations individuelles. Ce qui est une petite contrainte est qu'entre nous deux arboriculteurs, on s'est un peu partagé les communes pour que ce soit équivalent en volume. Nous, on est plus près de l'agglo de Saint-Brieuc que le deuxième arboriculteur, donc on a pris toutes les petites. Alors les petites, on est convaincus qu'il faut amener aussi la pomme dans les petits restaurants. On ne va pas dire qu'ils sont petits, ils n'ont pas droit. Mais notre tournée s'allonge. Et heureusement que c'est l'agglo de Saint-Brieuc, parce que c'est quand même encore géographiquement, mais ça rallonge la tournée pour 2-3 caisses. Après nous, c'est parce qu'on est convaincus aussi. D'accord. Mais alors, voilà, c'est vrai que quand il faut passer à la Méogon, des fois je râle un peu, mais il faut y aller. Excuse-moi, je vais te demander à Alain, justement, par rapport, parce que là, on a quelqu'un qui s'est débrouillé, on va dire, localement. Est-ce que les autres producteurs livrent aussi individuellement? Est-ce qu'il y a une centralisation des commandes qui fait que quelqu'un qui va commander aux différents producteurs bio de votre secteur, il est livré collectivement par un seul transporteur, ou est-ce que c'est chacun qui vient livrer ses produits à la cantine? C'est par rapport à la livraison au niveau logistique. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est clair que, à part Biocop qui a une centralisation, les autres producteurs, ils essaient de s'organiser pour au niveau de la logistique. J'ai vu des fois, c'était avec monsieur donc qui avait le producteur l'agriculteur qui produit laitier. Lui, des fois, il avait possibilité de faire une livraison de d'autres produits. Mais c'était vraiment sur des petites commandes. C'est sûr qu'à Plérin, c'est que et quand on a 1200 pommes et 110 kilos de produits laitiers, c'est sûr que c'est pas faisable. Donc voilà. Mais par contre, sur les petites, peut-être les petites collectivités, il y a peut-être moyen de faire du multi-livraison. D'accord. Une dernière question pour peut-être Pascal, c'est donc l'activité actuellement, tu me disais, qui représentait à peu près 20-30% de ton chiffre d'affaires. Oui. Donc c'est des appels d'offres. Demain, qu'est-ce qui se passe si l'appel d'offres n'est pas fructueux pour vous? Est-ce que ça met en cause votre exploitation? Est-ce que c'est difficile de rebondir ou... Ouais, en fait, quand je dis la restauration collective, c'est 30% de notre chiffre d'affaires en pommes. C'est pas uniquement l'appel d'offres, parce que l'appel d'offres en volume, même si c'est un volume, on se partage 5-6 tonnes de pommes à deux. Donc, sachant que nous, on commercialise 40 tonnes de pommes par an. Voilà, donc l'appel d'offres nous donne un cadre, on en est sûr. Après, les autres restaurants où il n'y a pas ce genre de choses, c'est sûr qu'on est moins, il n'y a pas d'engagement. On peut tout à fait nous dire, voilà. Après, il y a des partenaires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. C'est dans leurs habitudes, quoi. Mais bon, si les élus disent stop, on ne sera plus là, quoi, non plus. D'accord. C'est sûr qu'on n'a pas de sécurité et c'est le seul appel d'offres, le seul lieu, c'est avec l'agglo de Saint-Brieuc. Ailleurs, on a. C'est du gré à gré, quoi. Ailleurs, on n'a rien.
des dernières interventions. Il faut savoir que sur l'agglo, on a un marché qui a été signé sur un an redoublable 2 fois, comme je vous le disais, et c'est un montant de 400 000 € à peu près. Hein, donc, qui représentent combien de pourcents de votre budget? Alors 400 000, moi, c'est sur l'ensemble des collectivités. Hein. Donc, sur un budget, j'ai 20% de bio. D'accord. Donc ça fait 2 millions. Moi, ça fait 150 000 à peu près. D'accord. Ok. On verra tout à l'heure les questions avec le public et on va passer la parole maintenant à Sophie Janin. Donc, alors, Sophie, tu vas sortir de l'ombre. Donc Sophie Janin est salariée depuis pas mal de temps. Elle va nous expliquer un peu sa trajectoire dans cette organisation qui s'appelle Manger Bio 35 et qui est une plateforme donc, qui met en relation les producteurs et la restauration collective, entre autres. Donc vas-y Sophie, tu vas nous peut-être retracer un peu l'historique de Manger Bio 35, à l'origine de qui cette organisation s'est mise en place, quel est ton rôle là-dedans et comment vous fonctionnez. Oui, donc Manger Bio 35 est une des plus vieilles plateformes au niveau national qui s'est structurée à l'initiative d'une association qui était la FD CIVAM 35 et de producteurs bio très motivés pour que les enfants mangent mieux dans leur restauration collective, pour encourager l'installation. Et c'était vraiment les principales motivations des 14 producteurs bio qui ont constitué Manger Bio 35. Et ça, c'était en mai 2000. Donc vous voyez, ça va faire plus de 16 ans maintenant. Donc c'est une structure relativement ancienne. Et au début, bien évidemment, on a beaucoup fait de sensibilisation, de communication, d'entretien avec des élus. On allait voir des cuisiniers pas forcément convaincus. Enfin, on prêchait parfois beaucoup pour des résultats mineurs. Et puis petit à petit, on a pris de notre envol avec des restaurations et des élus qui nous ont fait confiance et qui petit à petit instauraient des ingrédients bio réguliers dans leur restauration, et voire même des cantines qui ont choisi de passer sur du 100% bio. Et sur l'Ille-et-Vilaine, on a la chance d'avoir quelques restaurations qui sont sur des pourcentages d'ingrédients bio importants. On en a une qui est à 100% bio depuis 2004, qui est la cantine de Langouette, que certains de vous, je pense, connaissent. Et puis d'autres qui sont sur 50, 60%, 70% d'ingrédients bio répartis tout le long de la semaine. Donc, comme le disait Julie Portier de la FNAB, c'est vrai que nos principaux clients, c'est la restauration collective, scolaire, avec des restaurations municipales, maternelles, primaires. C'est vraiment notre cœur de cible. Alors, ce sont souvent des restaurations autogérées, c'est-à-dire que c'est la mairie qui prend en charge les achats, qui gère le personnel, etc. Ou alors la mairie a décidé de confier sa restauration à une société de restauration collective qui peut être Sodexo, Avenance, Elior, Resteco, enfin il y en a beaucoup. Et voilà. Et il y a quand même pas mal de mairies, entre autres, ou d'autres restaurations, type collège, lycée, hôpitaux, etc., qui confient leur restauration à des sociétés de restauration. Est-ce que tu peux nous dire le statut de votre entreprise et qui donc dirige cette structure véritablement ? Alors, Manger Bio 35 est un groupement d'intérêt économique. En 2016, c'est un collectif donc, de 31 producteurs répartis sur plein de lignes de produits, que ce soit le fruit, les légumes, les produits laitiers, les œufs, la viande, le fromage, voilà, le pain. Et puis, oui, et alors la structuration, donc 31 producteurs, et à l'heure actuelle, nous sommes 2 salariés et demi, 2 équivalents et demi temps plein. Donc moi-même, une autre Géraldine qui est sur un temps plein également, et une autre personne qui vient de nous rejoindre depuis janvier sur un mi-temps, puisque notre chiffre d'affaires croît constamment. Et vous êtes à quel niveau actuellement de chiffre d'affaires sur la Manger Bio 35 ? Alors actuellement, on est sur 1,5 million de chiffre d'affaires approximativement, réparti entre une offre producteur très locale
et une offre d'un partenaire qui est pour nous très important, qui est Biocop, et Biocop Restauration, qui nous permet de jongler sur d'autres types de produits qu'on n'a pas du tout en local, ou des produits aussi régionaux ou qui viennent peut-être des Pays de Loire ou de Normandie, donc quand même pas très très loin, et qui nous permettent de rebondir sur des produits bio et qui ne mettent pas dans l'embarras nos restaurations collectives qui nous suivent depuis de nombreuses années et qu'on peut ainsi approvisionner toute l'année. Et c'est très important d'avoir un suivi en fait d'approvisionnement. Enfin, c'est ce qu'on essaie de défendre. Et voilà, donc c'est un partenaire important et notre chiffre d'affaires se répartit à peu près entre 50-50 entre Biocop et la production locale, proprement locale, assis donc sur 31 producteurs. D'accord. Ton rôle, donc votre rôle en tant que salarié, parce que vous êtes 2 salariés et demi maintenant, c'est quoi une journée de travail chez vous? C'est quel type de tâches vous effectuez? Est-ce que vous vous occupez du transport, de la logistique Donc, basiquement, en fait, on a évidemment un rôle de prospection, hein, d'aller voir des clients, d'encourager les clients à commander plus régulièrement, à entamer éventuellement une planification, ce qui est pour les producteurs très important. Par ailleurs, donc, on gère toutes les commandes, c'est-à-dire que les commandes de nos restaurations arrivent par mail, fax, éventuellement sur notre outil de commande en ligne. Téléphone, on a aussi beaucoup de téléphones parce que les cuisiniers aiment bien le téléphone et ce qu'on peut tout à fait comprendre parce que ils ont envie d'avoir un lien, de connaître nos disponibilités de produits, quand est-ce qu'ils vont être livrés, etc. Et en fait, nous, on organise toute la logistique associée à cette commande, c'est-à-dire que les produits locaux vont arriver par éventuellement les producteurs ou peut-être par un transporteur en lien avec notre partenaire Biocop. On n'a pas de plateforme physique proprement dite, c'est-à-dire que les producteurs, sur leur circuit de livraison, comme l'expliquait très bien madame, les producteurs vont inclure les livraisons avec leur circuit de livraison. Et on fait rarement de livraison spécifique pour une restauration collective. Un producteur laitier, par exemple, s'il fait sa livraison le mardi et le vendredi, ne va pas livrer une autre restauration pour un mercredi. On l'inclut vraiment dans sa tournée, ce qui nous paraît le plus cohérent pour plein de raisons que vous comprendrez bien. Voilà. Et puis parfois, donc, les producteurs peuvent mettre sur la plateforme Biocop, qui est basée au nord de Rennes, et les produits arrivent avec les produits Biocop sur une palette unique. Ce qui nous amène une certaine souplesse aussi pour certains clients, pas pour tous, hein, mais pour certains clients. Donc, votre zone d'intervention, à la fois en termes de producteurs et de clients, c'est quoi exactement? Alors, c'est l'Ille-et-Vilaine, sachant que nous sommes quand même très présents sur le pays de Rennes, en fait, on peut dire, hein, sur toute l'agglomération de Rennes, qui regroupe, je crois, à peu près une 50aine de communes. C'est vrai que notre chiffre d'affaires est assez présent autour de Rennes. On a aussi des pôles qui peuvent être Vitré. On travaille pas mal avec la région de Vitré. Et puis le sud de Rennes, maintenant le nord du département aussi, sur Saint-Malo, Dinan, enfin voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de l'outil informatique. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer là-dessus? Moi, j'ai assisté donc à un peu la mise en place de cet outil qui a permis donc à la fois aux producteurs de signaler leur disponibilité et aussi pour vous donc de connaître plus précisément les besoins des clients à l'avance, etc. Et donc est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'importance ou pas de cet outil informatique dans la structuration de votre métier? Oui, alors cet outil informatique nous a un petit peu révolutionné la vie parce que c'est vraiment un outil qui est sur Internet pour nous, donc qui est facile d'accès, sur lesquels les clients peuvent aussi passer leurs commandes. Pour le moment, c'est encore très peu mis en place avec nos clients, hein. Mais cela va vraiment commencer, là, je pense, sur cette année 2017. Et puis, c'est donc un outil très actualisé qui nous permet de réagir très vite, de passer nos commandes beaucoup plus facilement qu'avec notre autre logiciel qui était très, très contraignant. La facturation aussi se fait de façon très aisée. Et donc, un groupement de producteurs, ça sert à quoi aussi pour la collectivité ou le cuisinier?
il a une facture unique, c'est-à-dire que si plusieurs producteurs viennent le livrer, la facturation est unique et regroupe plein de lignes de produits différentes. Donc c'est aussi au niveau de la comptabilité. La facturation et la commande du coup aussi. Et la commande aussi, oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est un outil assez centralisé qui nous permet de gérer les choses relativement rapidement et de façon aisée pour tout le monde, quoi. Non, je voulais juste une précision. Finalement, il n'y a pas de plateforme physique, donc ça veut dire que c'est chaque producteur qui fait ses livraisons. Oui, alors on peut éventuellement faire des regroupements de livraison. C'est ce que j'expliquais, soit sur la plateforme Biocoop, soit entre producteurs. Ça peut se faire comme ça. Néanmoins, on réfléchit à l'heure actuelle à un outil logistique. Les réflexions commencent à émerger, mais c'est vrai qu'un outil logistique, ça coûte cher. Il y a pas mal de plateformes au niveau national qui se sont un peu cassé la figure en investissement dans un camion, dans une plateforme de stockage, etc. Donc on est, avec les 31 producteurs qui composent donc Manger Bio 35, c'est vraiment une réflexion collective. On étudie la question pour savoir si on passe le pas ou pas, et pour le moment on l'a pas encore passé. Ok. Voilà. Bon, moi qui connais un peu votre organisation, je sais que effectivement vous travaillez avec des marges très faibles. Manger Bio 35, tu peux nous dire peut-être quelles sont les marges que vous prenez, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat producteur et le prix de vente à la restauration collective, hein, c'est en moyenne. C'est à peu près un petit 10%. Voilà, un petit 10%, donc ce qui est très très faible. Donc effectivement sur 10% on ne peut pas intégrer des coûts logistiques. On verra tout à l'heure un petit peu dans l'étude que j'ai pu faire que c'est pas possible. Donc du coup effectivement pour l'instant Manger Bio 35 fonctionne beaucoup avec la livraison directe producteur client, et c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir un bassin de clientèle qui est très très riche, parce que l'agglo de Rennes c'est vraiment sur 450 000 habitants, avec aussi une volonté de certaines collectivités. Tu pourrais peut-être nous parler de ça aussi, de le changement de politique, enfin en tout cas de l'attitude des politiques, des élus, hein, qui aussi génèrent quelque part du développement d'activité, quoi. Et j'aimerais bien aussi que tu nous parles, avant de terminer, sur la diversification qui s'opère actuellement un peu de façon, je dirais, naturelle, où il y a aussi de la restauration commerciale qui vous passe des commandes. Hein, parlez un petit peu de ça aussi. Est-ce que votre plateforme actuellement elle est uniquement dédiée à la restauration collective, ou est-ce que vous avez aussi des velléités de rentrer dans d'autres modes de commercialisation, quoi? Oui, donc j'ai parlé pas mal de restauration scolaire. Il y a la restauration d'entreprise qui commence vraiment à bouger beaucoup. Donc c'est en fait tous les adultes qui vont manger sur leur restauration d'entreprise. Et les restaurations d'entreprise sont de plus en plus friandes de produits bio locaux. Et là, la restauration d'entreprise, c'est souvent des sociétés de restauration qui gèrent ces restaurants. Donc notre rôle aussi, c'est de se faire référencer par toutes ces sociétés de restauration. Et nous répondons aussi à beaucoup d'appels d'offres d'entités publiques. Du coup, ça représente, en termes d'activité, tu as une idée du pourcentage de ce que c'est la restauration collective, la restauration d'entreprise, actuellement, en gros, la louche? La restauration d'entreprise, je dirais 15%, ça reste encore minime, mais on sent vraiment une impulsion. Et la commerciale, du coup? Et la restauration commerciale, en effet, on a de plus en plus d'appels là, depuis une petite année sur des restaurants qui souhaitent diversifier leurs approvisionnements, avoir une visibilité très claire pour leurs consommateurs. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus appelés par des restaurants qui se créent, qui veulent avoir du produit bio. Voilà. On a notamment deux très grosses crêperies bio qui sont des acheteurs très très réguliers. D'accord. Ok. Du coup, ça fera une transition sur... merci beaucoup, Sophie, de ce témoignage. Du coup, je vais, donc pour donner un petit peu une idée du paysage, justement, de ce que sont ces structures d'organisation collective de producteurs, mais pas que de producteurs. On va voir qu'il y a vraiment, dans l'origine et dans la création de ces plateformes, des organisations très très différentes, à la fois sur leur structure juridique, sur leur origine et sur leur fonctionnement. Et donc je vais passer quelques diapos là et vous commenter un petit peu ces diapos qui concernent donc l'étude que j'ai pu faire pour la
la FNAB en 2016. Les plateformes que j'ai pu visiter et auditer durant cette étude, c'était des plateformes qui étaient très différentes dans leur fonctionnement. On verra qu'il y en a une qui se détachait complètement des autres, c'était la MAP29, qui se rapproche plus d'un syndicat de type GAB, mais qui aussi génère de l'activité en restauration collective sur le Finistère. On va voir comment tout à l'heure. Il y avait donc Manger Bio 35, donc Ille-et-Vilaine. Il y avait Nora Bio, donc une très grosse coopérative de producteurs bio dans le Nord-Pas-de-Calais. Également donc une structure qui s'appelle Agricourt, hein, qui est une association pour l'instant de producteurs consommateurs. Et Manger Bio Isère, qui est une structure également de producteurs donc sur Grenoble. Voilà, donc c'est des gens qui ont choisi de fonctionner de façon très très différente, hein. Alors j'ai fait de façon très très on va dire intuitive ici un schéma de positionnement, mais qui n'est pas scientifique, hein. C'est simplement une sorte de cartographie. Donc j'ai donc distingué ici des plateformes qui sont très économiques comme Nora Bio, hein, qui donc est une coopérative de producteurs et qui vraiment est destinée à commercialiser, et c'est uniquement son objectif, commercialiser les productions de ses adhérents. Je crois qu'ils sont 130 adhérents actuellement. Et donc une structure qui vend à la fois en gros et qui vend aussi donc, en gros donc, sur des gros marchés comme les plateformes Biocop au niveau national, et qui vend aussi donc, en restauration collective pas mal de produits. Manger Bio 35, donc Sophie vous en a parlé un petit peu, on ne va pas revenir dessus, hein, aussi une organisation de producteurs à la base, et qui donc peut-être va évoluer aussi sur un autre statut, mais pour l'instant uniquement des producteurs qui sont à la direction de ce GIE. On a Manger Bio Isère, qui était aussi une organisation de producteurs, qui maintenant a intégré dans sa gouvernance des salariés, hein, qui sont aussi constitués en société coopérative d'intérêt collectif. Agricourt est une structure de consommateurs à la base et de producteurs, donc avec 50-50 de pouvoir dans l'entreprise. La Maison de la Bio, donc, est une structure associative qui, elle, qui n'a pas une vocation économique pure, c'est-à-dire qu'elle ne vend pas, elle n'achète ni ne revend ni ne commercialise. Son activité est uniquement basée sur la promotion de la bio dans le Finistère, avec donc aussi un secteur restauration collective dynamique, hein, mais qui occupe une fonction un peu différente des autres plateformes, quoi. Voilà, donc ici c'est un peu le sociétariat qui constitue ces différentes structures. Donc la MAP 29, c'est important parce que le GAP est associé donc à cette structure. Il y a donc 360 producteurs qui font partie de cette association. Il y a également les consommateurs qui sont représentés, les transformateurs et aussi les distributeurs. Les salariés sont absents de la gouvernance. Agricourt, donc, est une structure de producteurs avec aussi des consommateurs. Là, la gouvernance, il y a un gérant de chacun des collèges. Manger Bio Isère, donc il y a 23 producteurs et maintenant il y a 3 salariés qui font partie du sociétariat. Donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Nora Bio, c'est une coopérative de producteurs dans laquelle Biocop et le GAB ont des sièges au conseil d'administration. Manger Bio 35, pour l'instant, une structure exclusivement de producteurs. Donc vous voyez des plateformes qui ont des fonctionnements et des origines très différentes. Avec des territoires aussi qui sont très différents, hein. Là, j'en ai indiqué que 5, donc que j'ai audité, mais il y a quelques années, j'ai fait une autre étude sur les 7 autres plateformes. Certaines interviennent sur 4 ou 5 départements, voire plus. D'autres, comme Manger Bio 35, c'est uniquement un département, hein, Manger Bio 44 également. On voit ici que les populations qui sont concernées vont de 400 000 habitants ou 500 000 pour Agricourt à 4 millions pour Nora Bio, hein. Donc on est vraiment sur des zones de chalandise, entre guillemets, qui sont très très différentes, avec des territoires aussi de surface en bio qui sont très hétérogènes, des densités de population aussi qui sont très hétérogènes, et puis des surfaces agricoles en bio aussi qui sont très différentes. Agricourt, 17% de surface en bio dans la Drôme, et Nora Bio, 0,9. Donc on est vraiment aussi dans une dynamique de territoire en bio qui est très différente suivant les plateformes, les territoires géographiques concernés. La façon dont ces plateformes ont un peu décidé de travailler est très hétérogène. On voit ici que la MAP 29, dans son activité, est purement donc, dans des axes de sensibilisation, formation et accompagnement de collectivités. Donc les gens de la MAP 29 sont là vraiment pour dynamiser la restauration collective en bio, mais ne prennent pas les commandes et ne livrent pas la marchandise des producteurs. C'est les producteurs eux-mêmes qui s'organisent derrière.
Agricourt, elle, a pris en charge beaucoup d'activités, parce qu'ils vendent en restauration donc, collective, entreprise, commerciale. Ils vendent aux magasins spécialisés, ils vendent aussi aux particuliers. On a vraiment ici pratiquement toute la gamme des... ils font aussi un petit peu de sensibilisation, mais c'est à la marge, on va dire. Les autres structures, donc, c'est plutôt économique. Ici, on voit que les plateformes, ici, Manger Bio Isère, donc uniquement en restauration collective et restauration d'entreprise pour l'instant, avec aussi peut-être une option restauration commerciale dans l'avenir. Nora Bio donc, a une activité aussi assez importante sur tous les secteurs que j'ai identifiés là. Donc, ils vendent en restauration collective, en entreprise, en restauration commerciale. Et ils ont aussi commencé une collaboration avec les magasins Biocoop notamment, mais pas que, pour aussi centraliser les commandes des producteurs locaux et vendre en magasins spécialisés. C'est-à-dire que les producteurs bio livrent non plus maintenant les magasins bio là-bas localement directement, mais livrent la plateforme Nora Bio qui centralise les commandes et ensuite va livrer donc, sur une tournée spécifique tous les magasins bio du secteur. Ce qui, pour les magasins que j'ai pu interviewer, est un grand confort aussi, puisqu'ils peuvent afficher dans leur magasin qu'ils travaillent avec 30 ou 40 producteurs bio en ayant une seule commande à passer, une seule livraison chez eux, etc. Donc ça c'est un service aussi que rend la plateforme Nora Bio qui est assez nouveau et qui développe aussi beaucoup l'activité là-bas de la plateforme. Et ils vendent aussi à la grande distribution, ce sont les seuls qui ont une activité aussi de mise en sac, mise en emballage plastique, puisque la grande distribution demande une mise sous emballage plastique, donc des productions bio pour la plupart. Et Manger Bio 35, donc, qui pour l'instant est sur les secteurs de les créneaux donc de restauration collective, restauration d'entreprise et restauration commerciale. Pour l'instant, on ne vend pas aux magasins spécialisés et ne vend pas à la grande distribution. Donc vous voyez que aussi les situations économiques sont très différentes suivant les types de clientèle ou les types d'activités qui sont proposés. Un facteur commun entre toutes les plateformes, c'est la progression de l'activité. Les chiffres d'affaires sont en très forte progression. Des doublements ou des progressions d'ici Manger Bio 35, qui est la plus ancienne des plateformes, est encore à 32% de progression entre 2014 et 2015. Je ne sais pas comment ça donne entre 2015 et 2016, mais c'est toujours en croissance. Donc c'est vraiment des progressions très très importantes. Donc ça veut dire qu'il y a un marché qui est porteur, un marché qui est difficile mais porteur. Difficile parce qu'en fait, là c'est quelque chose que j'ai noté aussi sur les différents audits que j'ai faits. Le démarrage souvent de ces plateformes est très lent et progressif. Ça rame beaucoup au début parce qu'il faut déjà démarcher les collectivités, il faut mettre en place les premières livraisons, il n'y a pas encore de camions pour certains et tout ça, donc les producteurs se débrouillent un peu à l'arrache. Certains livrent pour d'autres producteurs, ce qui n'est pas vraiment tout à fait autorisé, mais si on fait rien, ça fait que ce qui est légal, des fois on ne fait rien. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça, et puis au fur et à mesure de la progression du chiffre d'affaires, on arrive à mieux structurer l'activité, et puis donc à avoir un chiffre d'affaires suffisant pour déjà embaucher un salarié à temps plein, etc. Donc j'ai mis qu'en moyenne, il y avait 5 ans sur les plateformes qui ont été créées, en tout cas par le passé. Il est possible que les plateformes qui se créent maintenant peut-être aient beaucoup plus de confort parce que il y a tout aussi cet historique des plateformes existantes qui leur permettent de mieux avancer, des outils informatiques performants, et puis aussi pas refaire les mêmes erreurs que les autres ont pu faire, les erreurs ou en tout cas les expérimentations. Les choix logistiques qui sont opérés aussi par les plateformes sont très différents. Tout à l'heure, Sophie nous a dit que la plateforme Manger Bio 35 ne s'occupe pas des livraisons, ou vraiment très à la marge, quand des fois il faut faire un petit dépannage. Mais sinon, les livraisons sont entièrement effectuées sur Manger Bio 35, soit par la plateforme Biocoop, soit par les producteurs en grande partie, donc, puisque c'est vraiment l'objet de le... Excusez-moi. On voit ici qu'il y a une plateforme, donc la MAP29, qui n'est pas une plateforme logistique, qui a délégué un peu toute la prise de commande et les livraisons à des opérateurs locaux. Donc il y a une convention qui est prise dans le Finistère entre différents opérateurs locaux de la filière bio, des grossistes, des organisations de producteurs et un grossiste aussi qui n'est pas d'ailleurs bio à 100%, qui est donc la société Le Saint, qui a l'avantage d'être présent dans toutes les communes du Finistère et qui peut livrer comme ça à la marge donc des produits bio dans les clients qui livrent déjà, quoi. Donc la MAP29 s'organise de cette façon pour dynamiser la bio sur son territoire.
Agricourt, en revanche, la petite structure de la Drôme, elle prend en charge toute l'activité de la commande jusqu'à la livraison. Avec donc, on verra tout à l'heure, des petits camions, un entrepôt, etc. Manger Bio Isère a choisi de prendre une partie des activités et délègue à une entreprise de transport qui travaille pratiquement que pour eux, la partie logistique et la partie stockage également. Nora Bio, on verra tout à l'heure qu'ils ont vraiment une activité aussi importante en termes de commandes et de facturation, mais que la partie logistique, ils ont aussi un partenariat avec un gros acteur du territoire, à la fois en stockage et en transport. Donc voilà un peu les choix aussi qui sont faits, sont très différents selon les plateformes. On verra tout à l'heure un peu les facteurs qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Ici quelques photos de la plateforme Norabio qui est une plateforme donc, qui appartient à une société qui s'appelle la société Charlet. Donc eux ils se sont intégrés en fait sur ce site qui est un gros site donc, de stockage et de logistique déjà pour un grossiste en fruits et légumes existant donc qui fait une activité en fruits et légumes notamment mais aussi en poisson en conventionnel à destination en grande partie de la grande distribution. Et donc ils ont un accord avec cette plateforme pour pouvoir donc à la fois stocker en propre dans un espace réservé donc leurs produits, les produits des producteurs locaux, et puis en produits en température, on va dire, je sais plus, c'est 4 degrés, je crois que c'est par là, et puis aussi en produits frais. Ils ont donc toute une plateforme aussi de bureaux, ils ont une quinzaine de personnes qui travaillent dans cette activité, donc uniquement 2 personnes sur la restauration collective, le reste étant consacré à une activité sur les commandes de gros, à destination de la distribution spécialisée et d'autres secteurs d'activité. Également, ils font, comme c'est une coopérative de producteurs, ils font également des achats pour leurs producteurs de semences et de fertilisants, etc. Donc toute cette organisation est intégrée dans cette plateforme. L'avantage que ça a, évidemment, on verra tout à l'heure, c'est que les acheteurs et les gens qui font donc la commercialisation ont une visibilité aussi des produits qui sont amenés par les producteurs. Et quelque part, il y a une sorte de contrôle qualité qui se fait donc, dans cette plateforme qui n'existe pas forcément sur toutes les autres plateformes, quoi. Ici, quelques photos d'un site qui est un peu maintenant obsolète puisque Agricourt vient de déménager dans un autre lieu. Mais enfin, eux, ils étaient présents chez une coopérative de producteurs donc, de la Drôme avec des petits camions donc, pour la livraison des produits et aussi un petit endroit de stockage pour les produits bio, quoi. Alors j'ai pas intégré là-dedans dans cet exposé toutes les différentes stratégies de marge, parce que là aussi tout à l'heure Sophie parlait d'une marge à 10%. On voit ici que les coûts logistiques de cette plateforme c'est 11% du chiffre d'affaires, donc évidemment si la marge était de 10%, ils seraient structurellement en perte, donc ils sont plutôt à des marges de 25% là, sur les produits que vend Agricourt, mais on voit bien que l'organisation aussi est totalement différente, quoi. Donc ça c'est des exposés, je ne sais pas comment la FNAP peut mettre à disposition ces genres de sur demande. Donc éventuellement si vous voulez avoir des précisions sur les stratégies commerciales et autres des différentes plateformes, Julie de la FNAP pourra éventuellement mettre à disposition certaines autres informations qu'on n'aura pas le temps de détailler ici. Je vérifie un peu où j'en suis dans le timing. Ok. Et donc j'avais donc à la fin de mon étude un peu essayé d'identifier les facteurs clés de réussite en fait des plateformes logistiques ou pas d'ailleurs. Pour moi, le premier facteur de réussite de ce genre d'organisation, c'est d'abord l'implication forte des producteurs. Quand je dis mandataires sociaux, pour moi, c'est les producteurs qui doivent être très présents au niveau des élus, au niveau des collectivités locales et des commissions d'appel d'offres ou des gestionnaires de cantines pour pouvoir vraiment aussi porter la parole des producteurs et être très présents lorsque justement les appels d'offres sont rédigés, lorsque les gestionnaires décident des approvisionnements. C'est vraiment pour moi le facteur numéro 1 de réussite des plateformes, c'est de pérenniser comme ça le contact entre les producteurs et les clients futurs. Donc ça reprend un petit peu cette culture du partenariat à la fois donc, commercial et institutionnel, c'est-à-dire on n'est pas là que pour faire que de la vente, on fait aussi du politique, c'est-à-dire qu'on vient vraiment dire qu'on représente un certain nombre de producteurs, on fait du développement local et on incite les élus et les gestionnaires à travailler avec nous parce qu'on est des acteurs locaux précieux pour le territoire. C'est pas pareil de commander des
des pommes bio chez Pomona ou chez Pascal de Doucineau. D'accord. Même si le prix n'est pas tout à fait le même quelquefois. Hein. Okay, mais au moins on sait d'où ça vient et puis on sait que ça fait de l'emploi local et du développement local. Culture d'entreprise des partenaires fondateurs et investissement initial suffisant. Oui, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que les plateformes de restauration collective sont aussi des entreprises avec des salariés, avec des outils informatiques, avec des fois des outils techniques hein, de stockage, de livraison. Et donc il faut aussi que les fondateurs, qui sont les producteurs pour la plupart, aient conscience qu'ils sont en train de créer une vraie entreprise et qu'ils sont aussi dans une dynamique de développement de cette entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas toujours. Dans certaines plateformes, on considère que la restauration collective, c'est un peu à la marge de notre activité en tant que producteur. Ça ne rapporte pas beaucoup et ça fait beaucoup de tracas en livraison et tout ça, donc on ne s'en occupe pas vraiment. Alors qu'en fait, on voit bien que ça peut développer l'activité. Hein, 30% du chiffre d'affaires, pour certains, c'est pas rien. Et puis aussi, ça génère des produits locaux en bio dans les restaurations collectives. Culture commerciale des salariés, ça aussi c'est important. C'est que les salariés des coopératives, c'est pas que des animateurs locaux de la bio, c'est vraiment des commerciaux et il faut qu'ils aillent voir les clients, qu'ils soient présents chez les gestionnaires, qu'ils aillent discuter les besoins, discuter les tarifs et qu'ils aient vraiment aussi une formation commerciale qui soit adaptée. Donc un suivi régulier de la clientèle. On a remarqué aussi que les plateformes qui tournent le mieux, ce sont celles qui vont voir régulièrement les clients, les gros comptes hein, notamment, et qui discutent avec eux des problèmes, des besoins, des commandes ultérieures. La logistique externalisée. Alors ça c'est important aussi. Hein. Sophie disait tout à l'heure qu'effectivement il y a des plateformes qui se sont cassées la figure du fait d'avoir trop investi dans une logistique interne qui coûte cher. Parce qu'il faut avoir des chauffeurs, des camions, il faut gérer des tournées, et tout ça pour des quantités au départ qui sont très, très faibles. On a un cajot de pommes à livrer sur une cantine, ben oui, s'il faut payer un salarié pour ça et faire une tournée spécifique, c'est pas valable. Alors que si c'est intégré peut-être à un partenaire qui est déjà sur des tournées existantes, eh bien ça permet de limiter les coûts et de mieux se pérenniser l'activité. Autre facteur de réussite, oui, pour moi, c'était la localisation des fonctions commerciales et logistiques dans un seul site. J'ai montré les photos de la plateforme Norabio. C'est vrai que c'est important aussi de créer cette vision des produits, des flux, et qui fait que les commerciaux, les acheteurs, sont vraiment en relation avec le produit, pas simplement par téléphone, etc. Mais qu'il y a une vraie complémentarité entre le produit qu'on vend et la fonction commerciale. Et enfin, là, un facteur important, donc Sophie en a parlé, c'est qu'il faut un système informatique qui soit adapté à la fois aux clients, aux fournisseurs et aux salariés. C'est-à-dire qu'on a maintenant des outils qui ont été développés spécifiquement pour cette fonction-là, hein, qui s'appelle panier local, je crois, maintenant toujours. Ouais. Y a d'autres outils qui existent aussi qui permettent d'avoir des relations avec, pour les marchés publics, notamment agri-local, qui peuvent aussi générer de l'activité sur les territoires. Donc il ne faut pas hésiter aussi à investir dans un outil logistique qui soit vraiment adapté à la fonction de la plateforme. On a la chance d'en avoir actuellement. Donc c'est vraiment le facteur de réussite qui est très important sur les plateformes de restauration collective. Voilà, je vais en rester là sur cet exposé, ce très court résumé donc, de l'étude que j'ai pu faire. Donc si vous voulez des précisions sur d'autres aspects, Julie pourra vous les donner par la suite. Que je vais remercier Delphine, donc élu de Plérin, Alain, donc Pascal et Sophie d'être venus donc témoigner pour ce débat. Donc si vous avez des précisions ou des projets de développement, je crois que Julie de la FNAB est votre interlocutrice pour le futur. Et puis aussi peut-être pour avoir les références des différents points qu'on a vus là, vous pouvez la contacter pour avoir des précisions que vous souhaiteriez sur les plateformes de restauration collective en bio. Donc merci et puis bon appétit.